Mais ok pour Stephen Castle. Alors pour qu'on ne les confonde pas, on va pas descendre dans l'ordre de la draft, on va directement partir sur Rob Dillingham, parce que je t'avoue que ça fait 2-3 mois que j'entends les noms et je sais pas qui est qui en fait. Donc, donc Rob Dillingham, drafté numéro 8, à la base c'était un choix des Spurs, mais qui donc est à Minnesota, hein, si je ne dis pas de bêtises. Lui, Exactement. Ouais. c'était Kentucky. On n'est pas du tout sur le même. Alors voilà, c'est deux arrières qui ont un nom qu'on connaît pas, en tout cas quand on suit pas la draft. Mais lui, il est plutôt plus petit, 6'1 de taille, contrairement à Castle qui est à 6'6. Quel profil on est plutôt avec Dillingham alors? Alors Rob Dillingham, déjà pour la taille, c'est drôle parce que Kentucky toute l'année nous a dit il fait 1m91. Ouais, On dit bah non, enfin pas du tout, ça se voit. ça se voit. Et il était, c'est un joueur qui a choisi de faire Overtime Elite l'année d'avant Kentucky, donc c'est une ligue professionnelle de NBA 2K. Hein, en gros, c'est on va pas au lycée, mais on gagne beaucoup d'argent et c'est tout dans la fame et le TikTok, etc. Les frères Thompson ont fait ça. Je Ouais. suis un boomer, hein, mais c'est vraiment une ligue fun, mais qui rapporte pas mal de thunes. Et Rob Dillingham a dit bah je prends cette option là en année Terminal quoi. pré NCA. Ouais. Et donc il a joué avec les Frozen Earth en Overtime Elite et il était annoncé à 6 pieds 0, donc 1m83 et 6 pieds 0 avec chaussures. Et donc 2 mois après, il arrive à Kentucky, on nous dit 1m91. Donc on se dit faut pas nous prendre trop pour des glands non plus. Il a changé de chaussure peut-être. C'est ça, il a mis des énormes talons, ouais, des plateformes. Et pour le profil, c'est un pyromane. C'est un joueur, tu parlais de Cam Thomas, qui a pas de mauvais shoot. Rob Dillingham, c'est ça, c'est qu'il y a pas de mauvais shoot. C'est je suis très petit et je vais tirer de partout. Et alors avec efficacité plus ou moins selon les soirs. Mais c'est un joueur qui est là pour mettre du peps offensif. Au fur et à mesure de l'année, on a vu d'autres choses, parce qu'au début c'était que ça. On a vu un joueur avec une vraie création sur le dribble, avec une capacité à changer de direction, à changer de rythme, à accélérer, décélérer. Très bon passeur aussi, notamment dans le drive and kick, à trouver les copains sur les côtés. La difficulté pour ce garçon, alors on va parler de la défense qui est inexistante, pas vraiment, et par la taille et par l'envie. C'est aussi au panier. On a un joueur qui est petit avec pas une très très grande envergure et qui faisait des gestes pour protéger sa balle. Donc tu sais, il essayait de faire ce que Derrick Rose faisait, de mettre la balle Sous le coude, ouais. sous Ouais. le coude et de la remonter. Mais quand quand tu fais 1m40, bah en fait c'est complexe et donc il se faisait énormément contrer et il trouvait pas de faute. Donc on était très inquiet et puis quand il a eu des responsabilités, DJ Wagner s'est pété, que Rich Shepherd était à côté, bah en fait on a vu vraiment que quand il prend la main et qu'il appelle pick and roll, il y a panier. Donc voilà, je pense que Minnesota s'est acheté un sixième homme en sortie de banc, enfin de la sortie de banc, et qui s'est acheté du peps offensif qui tout de suite peut te mettre 10 points en 5 minutes. Quand tu dis il y a panier, c'est de par son passing alors, c'est ça? Alors par son passing et puis par son shoot. Le shoot, ok. Ouais, donc il peut aller au cercle quand même et finir des deux mains. Il faut juste qu'il apprenne un peu à arrêter de faire du griri. Mais il s'arrête à mi-distance. Il y a du flotteur, il y a du runner, il y a du Ouais, donc il y a pull-up. du toucher en fait. Ouais, c'est un vrai Ok. scoreur. C'est un pur scoreur qui s'est vraiment marqué de partout avec alors le fameux 10 cm de plus, c'est un All-Star. Bon bah voilà, il fait pas 10 Ouais. cm de plus et, il joue là-dessus et donc ouais, très 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 bon passeur aussi, vrai joueur de pick and roll. D'accord. Donc plus parce que donc même backcourt que Rich Shepard, rappelons-le, Kentucky. Lui, c'est plus le côté un peu plus flashy les passes, un peu plus de création pure, un peu ce côté-là, mais tout en ayant aussi plutôt un bon shoot. Ah oui, ouais, c'est clairement c'est deux joueurs qui dans le style sont très opposés alors que leurs points forts peuvent être assez similaires du shoot et de la passe. Mais voilà, Rob Dillingham, t'as plus de déchets, mais t'as plus de potentiel, t'as plus de capacité à créer de l'espace, t'as plus de jeu. C'est vraiment le joueur de pick and roll, le Aaron Brooks, voilà. C'est pas alors ouais, Rich Shepard serait un Monte Morris dans le terme petite de taille et Rob Dillingham serait un Aaron Brooks. Je pense à toutes ces fanbases qui sont en train de dire
Il y a un mec qui dit qu'on a drafté en numéro 3 Montemoris. Et ensuite, Aaron Brooks, ça parle pas. Mais non, ce que j'allais dire, justement, c'est que d'après ce que tu me décris, notamment en vue de certaines limitations, limitations défensives et limitations de drive, c'est vrai qu'en général, cet archétype de joueur, ça se résume du coup à qu'est-ce qui reste. Il reste un peu passing et pull-up, et c'est sympa, mais en fait, t'es pas une star NBA, à moins que ce soit Trae Young ou des mecs comme ça, mais à moins d'exception, tu peux pas être une star à haut volume, à haut minutage, juste sur le shoot et la création. Et en plus, je dis ça, mais non, Trae Young, en plus, c'est un plutôt bon slasher. Mais je veux dire, voilà, tout ce qui est Devonte Graham, tout ce qui est Terry Rozier ou des mecs comme ça, d'après ce que tu dis, je redoute un peu cet aspect de un peu le scoreur micro-ondes, un peu le très bon shooter, y compris en pull-up. La création, c'est flashy, mais tu vas rester là, prendre 20-25 minutes de jeu par match et pas forcément plus parce qu'il manque le drive. Donc la création, elle est pas à ce point intéressante, elle est pas à ce point implacable. Et puis la défense fait que tu sors du banc ou alors tu as un bon petit rôle, mais peut-être pas titulaire NBA star, quoi. En fait, tu vois, chez nous, on en disait, il y avait la comparaison la plus forte, enfin, le scénario optimal, c'était Darius Garland. Tu vois, est-ce que tu peux être un Darius Garland? D'accord, mais alors là, tu m'intéresses parce que Garland, c'est un niveau de passing qui est assez élevé, quand même. Ouais, oui, Darius Garland, il passe excellemment bien. Dillingham, excellent passeur. Pour moi, vraiment excellent passeur parce que D'accord. il trouve les courses, manipulation visuelle, il kick, il ressort et tout, quand il a envie de passer. Ça, c'est toujours le truc. C'est lui, sa première option, c'est le shoot. Moi, j'y croyais moins que les autres sur un trop haut niveau parce que vraiment, c'est un poids défensif. Enfin, c'est un boulet. Enfin, sur le terrain, il y a Rob Dillingham, tu dis j'attaque Rob Dillingham systématiquement et le garçon se fait enfoncer par tout le monde et le garçon n'a pas envie non plus de faire d'efforts. Pour ça qu'il a choisi aussi Overtime Elite, hein, c'est parce que c'était que du fun et du kiff. Donc voilà, pour moi c'est un profil, comment dire, tu disais, hein, tu vas en sortie de banc et tu performes jamais plus et tu disparais. Je suis plus dans ce scénario-là que titulaire Perrin en NBA. Enfin, soit tu réussis très fort avec ce morphotype et ce style de jeu, soit tu disparais. Donc je vais lui souhaiter de réussir très fort, mais je fais pas partie des gens les plus comment dire, les plus confiants. La plupart des gars chez nous l'avait dans cet entre-deux là aussi. Soit il réussit très fort, soit il disparaît totalement. Donc high risk, high reward. Après, tu me diras, Garland n'est pas forcément ce niveau de passing au tout début en NBA non plus. Bon, je parle même pas de Vanderbilt où il a fait 5 matchs, hein, mais... Ouais, c'est ça. Et puis il avait des stats de shoot monstrueuses. Enfin, ouais, c'est ça. Darius Garland, il était à 60% à 3 points sur 5 matchs. On s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est clairement ça. C'est pour ça que, effectivement, la comparaison est très bonne. Et c'est aussi à quel point, parce que Garland, première année, c'est bon, passeur sympathique et tout, et deuxième année, ah ouais, d'accord, ah ouais, ok, il y a quand même des lectures hyper avancées, il y a quand même de la manipulation de défense et tout, et assez tôt, hein, vraiment très très tôt. Donc, dans le même temps, Garland n'a pas non plus développé un drive de si haut niveau que ça, même si d'ailleurs il s'est quand même pas mal tanké, hein, Garland, comparé à ses tout débuts, mais je veux dire, si on a ce passing et cette création un peu, faire des très belles actions qui peut à ce point se développer, ouais, on peut avoir un côté titulaire NBA avec la force du pull-up de haut niveau comme Garland et la force du passing de haut niveau comme Garland. Mais je te rejoins aussi, je te fais confiance sur le fait que on n'est pas encore ni sur le pull-up ni sur le passing à ce niveau-là, quoi. Ça peut être une possibilité, mais on n'y est pas encore pour sûr, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis tu vois, je regardais là un peu ce que Manu disait de lui. Alors Manu était un peu plus optimiste que moi sur la finition au panier. Je ferai les chiffres. Ce qui fait très très bien, parce que c'est quand même un point fort malgré sa limitation physique, ça va être le flotteur et le runner. C'est que c'est un joueur qui est très fort pour sur une action entre les deux, tu vois, se déséquilibrer, finir sur un flotteur, sur un runner et pouvoir se débarrasser de son défenseur. Et il en abuse pas non plus trop comme des mecs qui ont jamais réussi au niveau genre Nicolo Magnon par exemple, Arizona, qui ça a pas pris en NBA, il est à Bologne, là, je sais plus s'il est encore à Bologne, mais il se basait que sur son flotteur parce qu'il savait qu'il pouvait pas marquer de layup. Rob Dillingham, c'est une arme forte, mais quand même, des fois, il va au cercle et il va quand même au layup, donc c'est pas non plus par obligation qu'il a le runner et le flotteur, c'est pour juste diversifier son jeu, donc vraiment, c'est un gars pour les défenseurs très dur à lire. Sur l'échelle entre Devonte Graham et Trae Young, on est quand même... On est où? Au niveau du drive, hein, je veux dire. Ah, je suis plus proche de Devonte Graham quand même, hein. Mais
faut vraiment comparer les avis. Demandez chez nous à Thomas Breton. Thomas Breton est très très amoureux de lui, et il avait top 3 de sa draft, et je pense que ça peut être un Darius Garland 2.0. Ok. En termes de franchise, ce que fait Minnesota, c'est que Minnesota se dit voilà, l'expérience Monte n'a pas prise, je préfère sacrifier un tour de draft lointain pour aller chercher un Rob Dillingham, et je lui fais confiance pour avoir tout de suite des fortes responsabilités en sortie de banc, pour dépanner la situation quand ça galère, et que Mike Conley c'est un gestionnaire, Nickel Alexander-Walker c'est un sous-ND et plus ses affinités, mais on manque de pétard. Et voilà, ils sont allés chercher un pétard qui peuvent très bien vite remettre sur le banc si ça satisfait pas. Oui, parce que pour le coup, il peut arriver dans une franchise et tu vois faire le Aaron Brooks, comme on dit. Donc, le mec qui sort du banc et puis un peu créativité plus, et on s'en fiche des déchets, on s'en fiche du minutage, on s'en fiche de la défense. Bah ouais, comme quand il y a déjà une structure en place, l'équipe est déjà bonne, fais ton truc sur tes minutes, quoi. Ça peut le faire. Voilà, Aaron Brooks, il a été titulaire et MIP une année. Pourquoi ? Parce que c'était l'année où Yao Ming était blessé, McGrady était blessé, donc il était titulaire de facto. Mais voilà. Non, je vois aussi sur le site Envergure, là, dans les points forts, né en 2005. Je sais pas si je dois me sentir vexé ou pas. Je sais pas, 93, c'était une bonne année quand même, non ? On a presque le même âge. Ouais, tu te dis, tu sais, quand t'es... J'avais encore ce truc de me dire je pouvais me faire drafter quand je regardais la NBA, tu sais, ce rêve là, tu mets ta musique, tu mets tes écouteurs, t'es en mode je suis joueur NBA, puis maintenant je me dis je pourrais peut-être être assistant coach ou coordinateur vidéo, voilà, la vie ça passe. Non, mais blague à part, c'est aussi un point fort en termes de développement et d'âge aussi, hein, c'est pour ça que vous l'avez noté. C'est très jeune, ouais. On sait que voilà, plus tu es jeune, plus a priori t'es pas avancé dans ton développement, plus peut-être on peut espérer de grandes variations, alors que voilà, si tu te fais drafter, t'as déjà 22, 23 ans et qu'on t'a déjà vu quelques années sur le circuit, en high school, NCAA et tout, bon, si on a un gros échantillon et on sait que si c'est pas arrivé, il y a moins de chances que ça arrive, quoi. Donc c'est un peu effectivement l'âge, c'est aussi par rapport au développement, évidemment. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.